Ce podcast vous est proposé grâce à Léa Nature, spécialiste français de l'alimentation bio, saine et gourmande, avec sa marque pionnière Jardin Bioéthique, lancée en 1995, à retrouver en grande surface. Jardin Bioéthique, c'est plus de 550 produits bio, du petit déjeuner au dîner. Et depuis son lancement, Jardin Bioéthique n'a eu de cesse de participer au développement de filières bio de qualité, durables et éthiques, et à la relocalisation des approvisionnements et de la fabrication en France. Merci infiniment à notre partenaire pour ses engagements en faveur de notre bien-être et de l'environnement. Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Et si l'exercice physique avait un effet analogue à celui des antidépresseurs, certaines enquêtes démontrent qu'une bonne partie de la population passe près de 70% du temps en état de sédentarité, avec toutes les conséquences que l'on connaît sur notre santé psychique et physique. Auteur du livre La marche-thérapie aux éditions Erol, mon invité du jour est médecin psychiatre, licencié en philosophie et professeur émérite à l'université de Maastricht, à l'origine de nombreux travaux scientifiques sur les mécanismes et traitements de l'anxiété, du stress et de la dépression. Alors, adoptons les bons exercices et notamment la marche pour retrouver la santé et lutter contre l'anxiété et la dépression. C'est le défi que nous vous proposons aujourd'hui dans Métamorphose avec le psychiatre Éric Grillet. Bonjour docteur. Bonjour. Alors, bonjour à toutes et à tous qui nous écoutez. Alors, comment vous êtes-vous d'abord intéressé à la marche dans le cadre, j'imagine, personnel, mais évidemment dans le cadre de votre métier de psychiatre ? Alors la marche, c'est arrivé assez tardivement dans ma carrière, l'intérêt spécifique pour la marche, l'intérêt scientifique, je veux dire. C'est simplement, je dirigeais une équipe de recherche sur l'anxiété à l'université et un de mes doctorants avait choisi comme sujet l'influence de l'activité physique sur l'anxiété en général. Et il avait conçu un certain nombre d'expériences de laboratoire tendant à prouver l'hypothèse qu'il avait émise, c'est-à-dire que l'activité physique peut bloquer l'anxiété dans une certaine mesure. L'intérêt alors pour la forme d'activité physique qu'est la marche est venu tout simplement parce que la marche est un exercice physique qui est assez facile à conseiller aux gens, qui est assez facile de quantifier et finalement qui est peut-être la forme d'activité physique la plus naturelle qui soit. Alors c'est vrai qu'un peu pour situer notre contexte, quand on parle de troubles anxieux ou de troubles dépressifs, jusqu'où ça va, des troubles de panique jusqu'au stress traumatique, de quel type de troubles anxieux par exemple parle-t-on ? Tous ? Alors on parle, là ce sont des résultats qui sont apparus au fil des recherches. On parle tout d'abord de la dépression nerveuse et ces différentes formes ou ces différentes appellations qui sont devenues plus ou moins à la mode actuellement, le burn-out, la dépression vitale, l'épuisement, le stress en général. Donc on parle tout d'abord de toutes les formes d'épisodes dépressifs. On parle ensuite des différentes formes de troubles anxieux qui, eux, sont peut-être un peu plus variés. Mais en ce qui concerne l'influence de l'activité physique, l'influence favorable de l'activité physique, on parle essentiellement de ce que les experts appellent l'anxiété généralisée, c'est-à-dire les formes d'anxiété dites aspécifiques ou les formes d'anxiété où l'anxiété envahit notre vie quotidienne du matin au soir et du soir au matin, éventuellement sous forme d'insomnie, sous forme de palpitations, sous forme de troubles somatiques divers. C'est ce que les psychiatres appellent donc l'anxiété généralisée. D'accord.
Très bien, merci. Comme ça, c'était bien pour celles et ceux qui nous écoutent de savoir dans quel contexte on se trouve. Alors, ce qui est criant dans votre ouvrage, je le disais en introduction, la marche-thérapie, c'est qu'une chose aussi simple que de marcher permet de soulager bon nombre de pathologies, particulièrement la dépression. Alors, est-ce que vous pouvez nous décortiquer un petit peu les liens spécifiques entre l'exercice physique, le mécanisme en fait de fonctionnement entre exercice physique et un mécanisme de pathologie type dépression ou anxiété? Alors en général, l'intérêt des scientifiques dans l'activité physique en tant que thérapie a été suscité par la constatation que les gens qui ont l'habitude de pratiquer une forme d'activité physique, quelle qu'elle soit, que ce soit en salle, que ce soit sous forme de randonnée ou que ce soit sous forme de natation ou un sport quelconque, on avait constaté que les gens qui régulièrement se livraient à une activité physique sportive ou autre étaient moins sujets aux symptômes d'anxiété, et aux symptômes dépressifs dans leur vie quotidienne. On s'est posé la question, quels seraient les mécanismes? Alors les mécanismes, en général, quand moi je suggère l'activité physique, ou je suggère d'accroître l'activité physique à mes patients, leur première réaction c'est « oui docteur, si j'allais me promener plus souvent, ça me changerait les idées ». C'est l'hypothèse la plus simple. Les hypothèses ont évolué au rythme des études scientifiques et on retient actuellement au niveau des mécanismes biologiques qui pourraient expliquer l'effet bénéfique de l'activité physique, on retient essentiellement 2 ou 3 hypothèses. La première et la plus évoluée actuellement, c'est que l'activité physique augmenterait la production d'une petite hormone, ce qu'on appelle une neurohormone, d'une petite hormone qu'on appelle le facteur neurotrophique du cerveau, et qui est une substance produite par le cerveau lui-même et qui est une forme, si on veut, de vitamine pour les cellules nerveuses. Alors, je dis bien une forme de vitamine, je ne prétends pas que c'est une nouvelle vitamine. Simplement, le facteur neurotrophique du cerveau est une substance, une petite protéine, donc, qui favorise la croissance des neurones, plus particulièrement dans certaines parties du cerveau, et c'est peut-être pas par hasard, plus particulièrement dans les parties du cerveau qui concernent notre activité cognitive, c'est-à-dire la pensée, et notre activité émotionnelle, c'est-à-dire là, le lien est évident avec la dépression et l'anxiété. Il semblerait donc que l'activité physique, pas particulièrement la marche, toute forme d'activité physique, stimule la production de cette substance. Parallèlement, fait très intéressant, d'autres études ont constaté que précisément en cas de dépression nerveuse, le taux de facteur neurotrophique du cerveau est diminué. Donc c'est une hypothèse qui est actuellement assez bien élaborée, assez bien étayée par des résultats qui s'accumulent jour après jour. Et non seulement le facteur neurotrophique du cerveau favorise la croissance, la régénérescence des neurones, mais il facilite également l'interconnexion des neurones, c'est-à-dire on sait que toute notre activité cérébrale est basée essentiellement non seulement sur le bon état des cellules nerveuses, mais sur le bon état également des connexions, des synapses entre les différentes cellules nerveuses. Le facteur neurotrophique du cerveau favorise donc cette interconnexion. Une autre hypothèse, c'est que l'activité physique constituerait en fait une forme de stress, une forme de mini-stress qui habituerait notre organisme et qui à la longue l'immuniserait contre toute autre forme de stress. On entraînerait, si on veut, en s'entraînant à l'activité physique, on entraînerait notre système nerveux à résister mieux, à s'habituer au stress et à ne pas s'écrouler dès les premières agressions du premier stress venu. Alors c'est vrai que on aurait pu imaginer que ce soit effectivement aussi la dopamine, la sérotonine qui
qui ait un effet comme ça un peu antalgique, qui dope un peu comme ça notre cerveau, mais finalement, c'est pas complètement ça qui est à l'œuvre. Il semblerait, je ne vais pas dire que non, mais simplement l'hypothèse de la sérotonine et des monoamines cérébrales est la première hypothèse qui a été avancée pour expliquer l'effet antidépresseur des médicaments antidépresseurs. Elle est encore d'actualité, mais elle semble actuellement d'importance moindre vu les derniers travaux. Ceci étant dit, l'activité physique aurait, au niveau biochimique, un profil qui se rapproche de la plupart des médicaments antidépresseurs, et dans la mesure où les médicaments antidépresseurs influencent la sérotonine et l'adrénaline, l'activité physique le fait aussi. Mais il semblerait que, autant au niveau des antidépresseurs qu'au niveau de l'activité physique, ce mécanisme ne soit qu'un mécanisme intermédiaire et ne soit pas le mécanisme fondamental à l'œuvre. Tout ça est encore au conditionnel, bien sûr. Mmh. Alors c'est vrai que vous dites que l'exercice physique, et on va évidemment parler ensuite dans un deuxième temps de la marche, que l'exercice physique a un effet anti-inflammatoire et qu'il pourrait bien être plus puissant peut-être même que n'importe quel médicament. Est-ce qu'aujourd'hui, vous l'observez en tout cas dans votre pratique? Dans certains cas, vous ne donnez plus d'antidépresseurs parce que vos prescriptions d'exercice, et on va voir dans quelle mesure après, derrière, peuvent finalement pourraient se substituer? Là, je dirais non, je ne prescris pas l'activité physique comme médicament unique en cas de dépression. Je crois qu'il faut rester modeste et qu'actuellement, la prescription d'activité physique, elle s'indique dans des cas de dépression légère à modérée. Elle s'indique dans des cas d'anxiété légers, mais comme thérapie unique, non. C'est un beau rêve, mais ce n'est pas ce qui est actuellement préconisé dans les règles de l'art. L'activité physique est un complément. Elle peut donc suffire dans des cas légers et dans des cas modérés. Elle ne suffit pas dans des cas d'anxiété, ou de dépression grave. Par contre, elle renforce l'effet des antidépresseurs, elle renforce l'effet d'une psychothérapie, et surtout, c'est l'objet d'ailleurs de toute la troisième partie de mon livre, elle s'indique comme dans le cadre d'une prévention, que ce soit une prévention secondaire ou une prévention primaire, mais elle doit surtout être considérée comme une assurance contre la rechute, bien sûr, et considérée comme une assurance peut-être contre l'apparition d'un état dépressif ou d'un état anxieux chez des gens qui se savent prédisposés. Voilà, je crois qu'il faut rester modeste. Il ne faut pas promettre la lune et dire voilà, il suffit d'aller faire votre balade de 20 minutes tous les jours et vous ne serez jamais dépressif. C'est une image un peu idyllique, mais une image qui actuellement ne reflète pas la réalité. Oui, en plus, la dépression est il y a plusieurs causes à la dépression. Et effectivement, dans la prévention d'un syndrome dépressif, qui est plutôt un état d'être, mais qui n'est pas lié forcément à un facteur externe. Mais parfois, il y a des éléments de la vie qui vous tombent dessus, effectivement. Voilà. Revenons, alors effectivement, vous le dites aussi bien dans votre ouvrage, c'est que on est programmé, on reste un homme un peu du paléolithique, c'est-à-dire que notre corps reste un corps qui est fait, non pas pour être sédentaire, comme je le disais encore une fois en introduction, mais un corps qui est fait pour être d'une part dans la nature et en mouvement. Alors tout à fait. Il suffit de regarder le règne animal. L'animal par définition est mobile. L'espèce humaine a émergé du règne animal, fait partie du règne animal d'ailleurs, et notre corps, en fait, notre biologie, tous les mécanismes qui sous-tendent son fonctionnement
sont apparus soit quand nous étions peut-être, alors là je vais caricaturer, quand nous étions encore des poissons, quand nous étions encore des reptiles, mais surtout on sait que à l'époque paléolithique, à l'époque préhistorique, notre survie, la survie des premiers êtres humains dépendait de leur mobilité et dépendait de leur activité physique. Le chasseur-cueilleur, par définition, il était en circulation constamment. S'il ne circulait pas pour trouver du gibier, pour trouver de nouvelles baies, il n'était pas question de survivre. Alors là, on verse un peu évidemment dans la philosophie, mais dans la mesure où le but de la nature, c'est de conserver la vie, dans le cas qui nous occupe, à l'époque paléolithique, conserver la vie, c'était bouger. D'autre part, si on regarde le pôle inverse, ne plus bouger, c'est ne plus conserver, c'est ne plus entretenir ses fonctions biologiques. Ne plus bouger, c'est non seulement ne plus avoir de nourriture, mais c'est aussi ne plus pouvoir ou ne plus vouloir se défendre. Et biologiquement, actuellement, si nous ne bougeons pas, la menace est moindre qu'à l'époque paléolithique peut-être, mais nous avons constaté, et les travaux scientifiques actuels le démontrent, ne plus bouger, c'est voir la sensibilité de notre organisme à l'insuline diminuer, c'est-à-dire c'est voir notre organisme devenir plus vulnérable au diabète. Ne plus bouger, c'est voir notre masse musculaire fondre, c'est-à-dire le début d'un cercle vicieux où moins on bouge, moins on a de muscles, mais moins on a de muscles, plus on a de peine à bouger. Et donc, finalement, il ne reste plus qu'à s'asseoir et à mourir, si je caricature encore un peu. Ne plus bouger, c'est développer ce qu'on appelle de mauvaise graisse, c'est développer du mauvais cholestérol, toutes choses qui, actuellement, ont été documentées à foison dans des recherches scientifiques récentes. Ce qui a été effectivement assez délétère pour bon nombre de personnes confinées, notamment les personnes âgées. Voilà, exactement. Et tous ces mécanismes très biologiques, et là je reviens à mes patients qui disent « oui, si je vais me promener en forêt, ça me changera les idées », certes, mais il y a des mécanismes donc fondamentalement biologiques qui ont été documentés et qui montrent que la sédentarité extrême est nuisible, le mot n'est pas trop fort, est nuisible à un tas de fonctions, et je n'ai pas cité notamment aussi les fonctions cardiaques, à un tas de fonctions vitales pour notre survie. Ces mécanismes ont commencé d'ailleurs à être étudiés de plus près dans la médecine spatiale, quand on a envoyé des astronautes dans des espaces très confinés pendant des temps plus ou moins longs, et font encore l'objet d'observations très intéressantes actuellement. Et ce n'est pas pour rien que actuellement, quand on envoie les gens dans la station spatiale, on leur dit, ils ont des programmes d'entraînement physique pour lutter contre les effets néfastes de l'immobilité et de la sédentarité. Alors, c'est vrai que on parle de l'exercice de manière générale, mais vous êtes intéressé particulièrement à la marche et vous citez un exemple assez intéressant sur les rats où les résultats sont plus probants quand ils courent quand ils marchent dans la roue plutôt que quand ils vont à toute vitesse. Et donc, parce que c'est vrai qu'on pourrait imaginer que finalement, la course à pied ou le vélo ou la natation, ça pourrait être tout aussi bon que la marche, mais j'ai le sentiment qu'il y a des résultats plus probants sur la marche. Sur la marche ou sur l'activité physique modérée en général. En physiologie, on classe l'activité physique en trois catégories, en trois grandes catégories. L'exercice intense, de haute intensité donc, qui signifie que l'organisme dans ce type d'exercice dépense plus de 6 fois la quantité d'énergie qu'il dépense normalement au repos. Ensuite, l'activité physique d'intensité modérée, c'est-à-dire
là où la dépense d'énergie équivaut à entre 3 et 6 fois notre dépense d'énergie au repos. Et enfin, l'activité physique d'intensité réduite, là où notre dépense d'énergie se situe en dessous de 3 fois le taux d'énergie dépensé au repos. Alors pourquoi justement, voilà, c'est ça. Pourquoi est-ce que c'est plus à l'avantage finalement d'une activité modérée ? C'est vrai que ça peut paraître surprenant comme ça. C'est surprenant, effectivement. Mais c'est une expérience qui a été faite, je crois, par des chercheurs suédois il y a quelques années. L'expérience à laquelle vous faites allusion, où on avait mis des rats ou des souris en situation d'exercice physique intense, c'est-à-dire plus de 6 fois le taux au repos. On entraînait les animaux, on mettait les animaux plusieurs fois par jour sur un tapis roulant qui se déroulait à une vitesse assez importante, et le but c'était d'avoir un exemple, si on veut, de course, de jogging pour les rats. L'autre groupe de rats, le groupe de comparaison, était le groupe de rats qui tournait dans sa roue d'exercice, c'est-à-dire à la vitesse normale de déplacement d'un rat. Et pour les chercheurs, ceci était l'exemple d'une activité de marche, une activité modérée. Et enfin, il y avait les rats qui restaient sédentaires, qui restaient dans leur cage et qui n'avaient pas particulièrement d'activité physique extraordinaire. Assez étrangement, effectivement, les rats qui couraient, qui avaient fait du jogging, n'ont pas démontré d'effet plus important que les rats qui marchaient quant à la production de ce fameux facteur neurotrophique du cerveau et quant à la prolifération des cellules nerveuses. Non seulement l'effet n'était pas plus important, mais il semblerait même, là les chercheurs avaient un doute dans leur conclusion, il semblerait même que l'effet était moindre. Alors la conclusion de cette expérience, c'est que il n'est en tout cas pas moins efficace de marcher que de courir. Du point de vue, on est d'accord, du point de vue de l'effet sur le système nerveux. Voilà, de cet effet-là cherché. Je m'apprêtais à ajouter la remarque, effectivement, que il est évident que les gens qui cherchent, qui font l'activité physique dans le but de brûler des calories et de perdre de la graisse, ont intérêt à courir. Puisque là, c'est évident, c'est le but recherché. Mais dans ce qui nous concerne, l'effet bénéfique au niveau du système nerveux, il semblerait, ça reste au conditionnel, parce que l'expérience était très démonstrative, il est évident que l'expérience a été faite sur des animaux et pas sur des humains, et que d'autre part, il s'agit d'un travail tout important qu'il soit. Le travail n'a, à ma connaissance, pas encore été reproduit actuellement, l'expérience étant relativement récente. Voilà. Mais il semblerait en tout cas que, moi c'est ce que je dis à mes patients, il semblerait en tout cas qu'il est inutile de se mettre en transpiration et de se mettre hors d'haleine pendant son exercice quotidien. La simple marche, l'exercice modéré suffit. Alors justement, on va y arriver. Comme ça, on va donner des choses concrètes pour nos auditrices et nos auditeurs. Vous parlez de compter ses pas. Vous parlez de 7000 pas par jour. Ça fait à peu près combien de minutes de marche pour qu'on ait à peu près une idée du temps qui serait bon de marcher? Alors, c'est chaque jour, c'est ça? Alors voilà. 7000 pas, l'être humain normal, c'est d'autres travaux très intéressants qui ont été faits autour, un peu partout dans le monde. Il semblerait que l'être humain normal se déplace à une vitesse d'environ 100 pas par minute. Que les observations soient faites au Japon, qu'elles soient faites en Amérique, qu'elles soient faites en Europe, ou qu'elles soient faites en Afrique, il semblerait que le rythme le plus naturel oscille autour de 100 pas par minute. Alors 100 pas par minute, un rapide calcul mental,
nous dit que 1000 pas, ça nous fait 10 minutes, et que 7000 pas, ça nous fait une bonne heure de marche. Mmh. Voilà. Ceci étant dit, dans la norme des 7000 pas, il ne s'agit pas uniquement les pas qu'on fait si on sort de chez soi et qu'on va dans le parc le plus proche ou qu'on va faire une randonnée en forêt, mais il s'agit aussi des pas qu'on fait quotidiennement à l'intérieur de son domicile, des pas qu'on fait lors de son activité professionnelle, dans la mesure où on en fait encore, mais il s'agit des pas qu'on fait depuis le lever jusqu'au coucher. Donc, si on fait le compte, il n'est pas nécessaire de marcher 1 heure ou plus pour arriver à ces 7000 pas. Je cite régulièrement, quand j'essaie de motiver les gens, je cite régulièrement mon cas personnel. Moi, mon activité consiste principalement à recevoir des gens dans mon bureau. Il arrive des jours de mauvais temps ou des jours où j'ai un grand nombre de consultations que je n'ai pas l'occasion de prendre ma voiture, d'aller dans les bois et de marcher. Simplement, je m'arrange pour marcher chez moi, je m'arrange pour marcher dans le jardin, et les gens qui sont parfois effrayés quand on parle de 7000 pas, voire de 10 000 pas, ne soupçonnent pas qu'en fait, c'est une question de style de vie, et si on a un style de vie adéquat, il est très facile d'arriver à ces 7000 pas sans devoir se plier en 8 pour atteindre ce niveau de performance. Oui, d'ailleurs, vous donnez tout un tas d'exemples dans le livre, comme par exemple, vous êtes au téléphone, au lieu de rester assis, vous pouvez faire les 100 pas, comme on dit, tourner un peu en rond en même temps qu'on téléphone, etc., etc. Donc, peut-être d'autres petits exemples comme ça que vous pouvez nous donner. Voilà, effectivement, c'est garer sa voiture, au lieu de s'évertuer à trouver une place le plus près possible de l'entrée du supermarché, c'est de faire exactement le contraire, c'est-à-dire de garer sa voiture le plus loin possible. Ça fait une 50aine de pas pour un parking de des dimensions normales devant un supermarché. C'est prendre le métro, on descend une station, oui, c'est ça. Plutôt un arrêt plus loin. C'est comme vous le dites, c'est marcher le téléphone collé à l'oreille plutôt que de se coller le téléphone à l'oreille en se vautrant dans le divan. C'est prendre l'escalier plutôt que de prendre l'ascenseur. Une volée d'escalier, ça fait une douzaine de pas, une douzaine de marches, une douzaine de pas. Et comme il s'agit de pas verticaux, la dépense d'énergie est un peu plus importante. Et c'est tout bénéfice pour notre organisme. Voilà. Ce genre de conseils, je ne le cache pas, je l'ai puisé dans des ouvrages de collègues cardiologues, puisque l'invention de la thérapie par l'activité physique n'est pas une invention des partisans ou des protagonistes des médecines douces ou de la naturopathie, etc. C'est simplement une invention des cardiologues. C'est les cardiologues qui se sont penchés en toute première instance sur l'activité physique comme thérapie à partir du moment où on a constaté l'effet bénéfique de l'activité physique dans la réhabilitation des malades après infarctus. Alors, je me suis quand même demandé si, un peu comme la marche afghane, si la respiration jouait un rôle important dans ses conséquences sur notre psyché. La respiration quand on marche. Oui et non. En ce sens que, là aussi, je viens de faire allusion aux médecines douces, loin de moi l'idée de les critiquer. Mais il y a une espèce de fascination actuellement qui est très à la mode sur la fonction respiratoire. Alors, la fonction respiratoire est une fonction de notre notre organisme qui n'est pas plus importante ou moins importante que d'autres fonctions. Par exemple la fonction cardiaque ou le processus de digestion.
il n'y a pas eu une hiérarchie. Or, on a tendance actuellement à se fasciner, à être fasciné sur la respiration. C'est peut-être, me direz-vous, parce que la respiration est une fonction physiologique que nous pouvons contrôler, contrairement à notre activité digestive ou contrairement à notre activité cardiaque. Nous pouvons effectivement, en tout cas pas dans une mesure importante, contrôler le fonctionnement de notre système digestif ou contrôler volontairement le fonctionnement de notre cœur. Par contre, nous pouvons effectivement contrôler notre respiration. Mais le mieux ne serait-il pas simplement de laisser la nature faire son travail et de laisser la nature régler notre respiration en fonction des besoins de notre métabolisme et non pas d'interférer avec notre lobe frontal, avec nos cognitions et notre volonté d'interférer sur cette fonction en croyant bien faire, certes, mais personnellement, et je dirais personnellement après documentation importante, je ne pense pas qu'il faille s'hypnotiser sur notre fonction respiratoire. Mmh. Je dirais, hypnotisons-nous plutôt sur maintenir notre organisme en état d'activité modérée, sans excès, dans un sens ni dans l'autre, et laissons la nature faire appel d'oxygène. La nature, je dirais, est intelligente, est assez bien faite que pour régler notre respiration en fonction des besoins de notre organisme. Mmh. Alors, je ne vous interrogerai pas sur les bienfaits de la respiration holotropique de votre confrère américain Stanislas Grof, du coup. Ce n'est pas le propos de cette interview. Alors, simplement, j'avais envie de vous demander, peut-être, est-ce qu'il faut conseiller aux gens peut-être de se monitorer ou de faire une sorte d'autosurveillance de nos pas avec soit un tracker d'activité, un podomètre, etc. Est-ce qu'à un moment donné, ou simplement de se dire... voilà, soit j'ai marché une demi-heure, j'ai fait une balade d'1 heure et là je sais, et puis ensuite j'ai conscience qu'à la maison j'ai pas mal fonctionné. Vous recommandez quand même de monitorer ça ? Tout à fait. Les psychologues ont fait des recherches assez modernes, ça date il n'y a pas tellement longtemps, démontrant que le simple fait de monitorer une activité, de monitorer notre comportement, le simple fait de donner d'avoir un retour sur notre comportement permet déjà d'atteindre, en général, quand on essaye de modifier son comportement, permet déjà d'atteindre 15% de son objectif. Alors, quand il s'agit de bouger, quand il s'agit de faire un certain nombre de pas, ce qui finalement ici, pour ce qui nous préoccupe, est notre objectif, il faut savoir que, d'après ces travaux, le simple fait de se munir d'un podomètre, d'un bracelet Fitbit ou d'un accéléromètre, tout appareil qui nous donne un retour constant tout au long de la journée sur notre prestation, eh bien que ce simple fait-là va déjà nous amener à 15% de notre objectif des 7000 pas. Donc, le fait de consulter le podomètre, parce que les gens croient qu'avoir le podomètre en poche va faire des miracles. Non, ce qui fait des miracles, c'est de consulter son podomètre. Oui, bien sûr. Et voilà, le simple fait de consulter aussi souvent que possible dans le courant de la journée, le podomètre qu'on a en poche ou le bracelet qu'on a au poignet. Donc le simple fait de savoir qu'à 10 heures du matin, j'en suis à 2500 pas et non pas à 500 pas ou non pas à 5000 pas. Eh bien, ça va nous motiver presque de façon inconsciente à prester davantage si on est en retard sur l'objectif ou éventuellement à s'accorder un peu de repos si on est en avance sur l'objectif. Donc, j'en crois les chercheurs en psychologie qui ont largement démontré ça et qui nous montrent que
ne pas se munir d'un podomètre, ne pas avoir de bracelet au poignet, ne pas avoir de retour, ça nous laisse dans le brouillard, et on peut être alors très motivé, mais la motivation devient vague, et plus encore, l'approche qu'on a de notre motivation, notre degré d'approche de notre objectif, il est dans le vague, il est dans le brouillard, et par définition, être dans le brouillard, ce n'est pas très motivant. Et là, je pense évidemment, en vous entendant, à une chère amie Florence qui écoutera peut-être ce podcast et qui effectivement fait ces 2 petits coups sur sa montre. Là, ça peut être une Fitbit par exemple, pour se dire où est-ce que j'en suis. Et c'est vrai que c'est un petit peu le coup de pied aux fesses pour savoir où on en est. C'est pas désagréable effectivement de pouvoir monitorer son activité. Je pense que ça peut être intéressant aussi peut-être pour des personnes, alors pour des gens qui sont quand même assez sportifs et qui se bougent bien, mais pour des personnes peut-être qui savent moins ou qui sont peut-être plus sédentaires, où on parlait des personnes âgées tout à l'heure, là c'est encore plus indispensable, j'imagine. Tout à fait, oui. C'est indispensable pour quiconque essaye de modifier son comportement, et ce sera encore plus indispensable pour des personnes du 3e âge, bien qu'effectivement ces personnes-là seront peut-être moins sensibles à la technologie du 21e siècle, genre Fitbit, etc., ouais, que des personnes plus jeunes. J'avais une question sur le sommeil. Est-ce que vous, en tout cas, aussi avec votre pratique et vos patients, vous avez vu des résultats assez significatifs? On sait que le sommeil est bien souvent lié évidemment au stress, à l'anxiété, à un mal-être en tout cas. Et là, vous avez vu des choses intéressantes? Peut-être pas de façon très spécifique, mais il faut considérer, et il faut pas arbitrairement considérer, mais savoir que les troubles du sommeil, dans le cadre d'un trouble dépressif ou dans le cadre d'un trouble anxieux, que le trouble du sommeil est un symptôme de la perturbation, et que si l'activité physique aide à corriger la perturbation, aide à corriger l'état dans lequel on se trouve, le sommeil s'améliorera aussi. En d'autres mots, le sommeil est un symptôme de la dépression. Si la dépression s'améliore, le sommeil va s'améliorer automatiquement. Et il est évident, et là c'est intuitif, et ça doit paraître évident à n'importe qui, que si je passe une partie de mon après-midi à me promener dans le parc ou dans la forêt, je me sentirai en meilleur état, peut-être un peu plus fatigué, mais en meilleur état pour m'endormir le soir, que si j'ai passé mon après-midi vautré sur mon divan. Et là, on pense aussi aux jeunes. Pour le coup, on a parlé des personnes âgées, mais qui passent quand même beaucoup de temps, et encore plus avec les nouvelles techno, vautrés sur leur divan. On imagine comme ça peut être nocif. Et puis, c'est vrai que vous parlez de la marche en forêt. Il y a aussi d'autres études qui montrent que le contact avec les arbres sont bénéfiques pour la santé et la psyché. Oui, le sujet est souvent évoqué. Il est peu documenté d'un point de vue scientifique. Il est documenté quotidiennement au niveau intuitif et au niveau de l'expérience personnelle, c'est vrai. J'ai exploré le sujet dans la littérature scientifique. On a actuellement très peu d'études démontrant cet effet, mais je sais que c'est un aspect de la question qui fait l'objet d'études, et d'études dans des équipes universitaires, notamment en Angleterre. Je ne me souviens plus dans quelle université, mais je sais qu'il y a une unité spéciale là qui vient d'être créée pour étudier ce fait d'observation courante. C'est que si on se promène dans un environnement boisé, apparemment l'effet relaxant et l'effet positif sur le moral semble plus prononcé. C'est évident. On a peu d'explications. On peut en rechercher l'hypothèse que les arbres produisant de l'oxygène, que l'oxygénation est meilleure dans un environnement boisé que dans un environnement urbain. On peut
on peut proposer des tas d'hypothèses. Mais actuellement, nous n'avons pas d'explication scientifique sur ce fait d'observation courante, c'est vrai. Oui, je peux recommander le documentaire de l'excellente journaliste Pascale Derme, qui a fait un documentaire sur les bains de forêt, etc., assez documenté, qui est allé voir des équipes de chercheurs dans le monde entier, qui s'appelle Natura. Je ne sais pas si vous l'avez vu ou si nos auditeurs, nos auditrices l'ont vu, mais c'est vrai qu'il y a encore peu d'études, mais les peu qu'il y avait, elle est allée à leur rencontre et c'est quand même aussi assez fascinant. Alors sur notre sujet de la marche, est-ce qu'il y a quelque chose, on arrive à la fin de ce podcast, que vous aviez envie d'ajouter, qu'on aurait peut-être omis et qui serait vraiment un bon conseil en conclusion à donner à celles et ceux qui nous écoutent ? Le conseil ou la remarque serait que tout ce qu'on vient de dire au plan thérapeutique est valable au plan de la prévention. Et que aussi bien la thérapie par l'activité physique que la thérapie par la marche plus particulièrement est quelque chose qui implique un changement de style de vie, un changement de comportement, et que ça ne doit pas paraître comme étant une initiative ou une stratégie à appliquer pour sortir de ma dépression aujourd'hui ou ce mois-ci, mais que ça doit être un changement de mon style de vie, non seulement pour en sortir, mais si ça doit demeurer efficace, mais que ça doit être un changement de style de vie pour le reste de mon existence. Ça paraît peut-être dur, ça paraît peut-être décourageant. D'un autre côté, il faut savoir que si je change mon style de vie, le changement de style de vie fait que l'activité physique va devenir une part de mon existence, une part tout à fait naturelle, et non pas une obligation quelconque que je m'impose si je veux en retirer du bénéfice toute mon existence. Très bien. Écoutez, c'est parfait. Un très grand merci, Dr Éric Grillet, d'être venu faire un tour dans Métamorphose. Je rappelle le titre de votre livre qui est passionnant, La marche-thérapie, gérer le stress, réduire l'anxiété et prévenir la dépression par l'exercice, aux éditions Erol. Et on peut vous retrouver sur Internet. Je précise, vous exercez en Belgique, causa.pro. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Je remercie chaleureusement notre partenaire Léa Nature, premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels en alimentaire, cosmétiques, hygiène, diététique et santé. Une entreprise familiale engagée dans une démarche de philanthropie environnementale portée par l'adhésion de leur marque bio au collectif mondial 1% for the Planet et leur fondation d'entreprise.